Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Au début des années 30, quelque chose change profondément en Palestine. Jusqu'ici, malgré les tensions, malgré les émeutes, malgré les affrontements ponctuels, beaucoup pensaient qu'un compromis restait quand même possible. Les Britanniques pensaient pouvoir arbitrer le conflit, certains notables arabes espéraient encore limiter le projet sioniste par la négociation, même chez les sionistes, tous n'imaginaient pas forcément un affrontement total. Mais progressivement, tous les équilibres vont se désagréger et ce basculement ne vient pas uniquement de Palestine, il vient aussi d'Europe. Parce que pendant que la Palestine se fracture intérieurement, le continent européen entre dans l'âge des totalitarismes. La montée du nazisme transforme complètement, évidemment, la question juive. Jusqu'aux années 30, une partie importante des juifs européens hésitait encore face au sionisme. Beaucoup croyaient à l'assimilation, à l'intégration nationale ou à l'émancipation libérale. Mais avec Adolf Hitler, cette illusion commence à rapidement s'effondrer. L'antisémitisme cesse d'être une hostilité sociale diffuse parce que ça devient un projet politique d'État. Et immédiatement, les conséquences se répercutent sur la Palestine. L'immigration juive augmente brutalement. Des dizaines de milliers de juifs fuient l'Europe centrale et orientale. Et des capitaux arrivent. Des intellectuels, des médecins, des ingénieurs, des commerçants s'installent en Palestine. Le Yishuv se transforme alors à une vitesse spectaculaire. Pour les Arabes palestiniens, cette accélération est vécue comme une catastrophe imminente, parce qu'ils voient très concrètement les villes juives se développer, l'économie juive prospérer, l'immigration exploser, les terres changer de main toujours, et les institutions sionistes devenir toujours plus puissantes. Et donc la peur, toujours d'être marginalisés dans leur propre pays, devient même obsessionnelle. Et surtout, beaucoup de Palestiniens comprennent maintenant que les Britanniques ne bloqueront jamais réellement le projet sioniste. Le mandat apparaît alors non plus comme un arbitrage neutre, mais comme la structure politique qui permet la transformation démographique du pays. Et l'un des premiers grands chocs, c'est la crise autour du mur des lamentations. Depuis plusieurs années, les tensions religieuses montaient autour des lieux saints de Jérusalem. La question du Haram al-Sharif et du mur occidental devient progressivement le cœur émotionnel du conflit. En 1929, les affrontements explosent, les rumeurs circulent, les Juifs voudraient modifier le statu quo religieux, s'emparer du haram, remettre en cause les droits musulmans. Les manifestations dégénèrent rapidement et la violence atteint un niveau inédit cette fois. Des massacres frappent plusieurs communautés juives, notamment à Hébron. Des Arabes sont tués par les forces britanniques. Le pays entier est secoué. Alors pourquoi ce moment est capital ? Parce qu'après 1929, la coexistence quotidienne commence vraiment à se désintégrer. Et la méfiance devient totale. Pour les Juifs, les massacres prouvent qu'ils ne pourront survivre qu'en disposant de leur propre force armée. Pour les Arabes, la progression sioniste semble désormais impossible à arrêter par des moyens ordinaires. J'insiste sur ordinaire. À partir de ce moment-là, les deux camps accélèrent leur préparation militaire. Le Yishuv développe ses structures d'autodéfense. Haganah, réseau clandestin, renseignement, entraînement paramilitaire, infrastructures sécuritaires. L'idée devient de plus en plus claire. Les Juifs devront probablement défendre eux-mêmes leur futur État. En face, les groupes nationalistes palestiniens se radicalisent également et progressivement la violence politique devient permanente. Assassinats, sabotages, représailles, attaques rurales, terrorisme urbain. La Palestine entre dans une logique de guerre civile larvée. Et survient l'explosion majeure. En 1936, commence la grande révolte arabe palestinienne. C'est probablement le moment décisif du mandat britannique. Tout part d'une grève générale. Mais très vite, le mouvement devient une insurrection nationale. Les revendications sont claires, arrêt de l'immigration juive, interdiction des ventes de terres, indépendance arabe de la Palestine. La population se mobilise massivement et cette fois, le conflit dépasse largement les élites notables traditionnelles. Des groupes armés apparaissent dans les campagnes, des guérillas attaquent les routes, les voies ferrées, les postes britanniques, les colonies juives. La Palestine devient un territoire insurrectionnel. Pour Londres, c'est un choc immense parce que les Britanniques comprennent enfin que le mandat n'a pas pacifié la Palestine. Il a fabriqué en fait un affrontement national irréversible. La réponse britannique devient alors beaucoup plus brutale. L'armée est déployée massivement, les répressions se multiplient, arrestations, destruction de maisons, couvre-feu, tribunaux d'exception, exécutions, démantèlement des réseaux nationalistes. La Palestine devient quasiment un territoire militarisé. Et pourtant, malgré cette répression, les Britanniques restent incapables
de résoudre le problème politique fondamental. Il y a toujours cette faiblesse structurelle majeure dans le mouvement palestinien. Les Arabes palestiniens disposent d'une mobilisation populaire réelle, mais pas d'un appareil étatique capable de soutenir durablement la lutte. Contrairement aux Yishuv, ils n'ont pas d'institutions solides, pas d'encadrement militaire unifié, pas de ressources financières comparables et des réseaux internationaux assez peu efficaces. Les divisions internes réapparaissent très rapidement. Rivalités de clans, tensions entre notables et combattants, conflits autour du leadership. Et surtout, les Britanniques frappent très durement les structures dirigeantes palestiniennes. À la fin de la révolte, une grande partie des élites nationalistes est emprisonnée, exilée, affaiblie ou carrément détruite politiquement. C'est un moment capital, parce que quand la guerre de 1948 va arriver, la société palestinienne portera encore les traces de cet écrasement. Paradoxalement, la révolte arabe va renforcer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, considérablement le mouvement sioniste. Pourquoi ? Parce que les Britanniques commencent à coopérer de plus en plus étroitement avec les forces juives pour maintenir l'ordre. Donc le Yishuv va améliorer son organisation militaire, renforcer ses réseaux, développer son autonomie, acquérir une expérience stratégique précieuse. Autrement dit, pendant que la société palestinienne s'épuise dans la répression et les divisions, le futur appareil étatique israélien continue à se structurer. Et face à l'explosion du conflit, les Britanniques multiplient les commissions d'enquête et progressivement une idée jusque-là impensable commence à apparaître, le partage du territoire. Pourquoi ? Parce que beaucoup de responsables britanniques arrivent à une conclusion simple. Les deux nationalismes sont devenus incompatibles dans un même cadre politique. La commission Peel de 1937 propose une partition de la Palestine. C'est un tournant historique majeur. Pour la première fois, une grande puissance reconnaît officiellement qu'il existe deux revendications nationales concurrentes impossibles à fusionner. Évidemment, personne n'est satisfait. Les Arabes refusent catégoriquement le partage, les sionistes y voient plutôt une étape possible, mais insuffisante. Le mandat entre alors dans une crise terminale. Finalement, Londres tente un spectaculaire changement de cap. Le livre blanc de 1939 limite fortement l'immigration juive, les achats de terres et promet un futur État palestinien unifié. Les Britanniques espèrent calmer le monde arabe à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Parce que ça arrive, mais c'est trop tard. Les Arabes ne font plus confiance à Londres. Les sionistes considèrent maintenant les Britanniques comme des obstacles à leur projet national et surtout, au moment même où l'Europe bascule dans la catastrophe nazie, limiter l'immigration juive devient pour beaucoup de sionistes une question littéralement vitale. Le conflit change alors de nature. Ce n'est plus seulement une lutte nationale locale, c'est maintenant la survie des Juifs européens, l'avenir du monde arabe, l'effondrement de l'Empire britannique et la recomposition géopolitique du Proche-Orient qui se rencontrent dans ce petit territoire devenu central pour le monde entier.